Durant l'été torride de 2016, 15 amis inséparables de l'Université de Bordeaux décidèrent d'entreprendre ce qu'ils croyaient être leur dernière aventure collective, avant que l'obtention de leur diplôme ne sépare à jamais leur groupe soudé, par des années d'amitié sincère et de complicité partagée. La destination choisie était le lac de Serre-Ponçon, une étendue d'eau majestueuse de 28 kilomètres située au cœur des Alpes françaises, réputée pour ses eaux turquoises cristallines et les montagnes imposantes qui l'entouraient, comme d'anciens gardiens millénaires veillant sur ses secrets. Avec un enthousiasme débordant et un optimisme juvénile caractéristique de leur âge, ils rassemblèrent leurs économies pour louer un yacht de luxe spacieux, capable d'accueillir confortablement tout leur groupe, pour ce qu'ils avaient planifié comme une semaine complète de célébration de leur amitié indéfectible et de leur réussite académique remarquable. Durant la matinée ensoleillée du samedi 23 juillet, ils prirent d'innombrables selfies sur le ponton de bois vieilli par les intempéries, chargèrent soigneusement l'embarcation élégante avec du matériel de camping professionnel, des glacières remplies de glace et de bières artisanales, de l'équipement de pêche spécialisé, du matériel de sport nautique et suffisamment de provisions gastronomiques pour sustenter leur aventure de 7 jours dans un confort absolu et une atmosphère festive. Les 15 amis, Antoine Dubois, Pierre Martin, Julien Bernard, Maxime Petit, Lucas Durand, Thomas Leroy, Nicolas Moreau, Alexandre Simon, Romain Laurent, Florian Michel, Benjamin Lefebvre, Quentin Rousseau, Adrien Garnier, Damien Faure et Mathieu Blanc étaient tous des étudiants d'excellence avec des avenirs brillants devant eux, chacun portant des rêves ambitieux et des aspirations nobles qui les motivaient à exceller dans leurs domaines d'études respectifs, choisis avec passion. Ils promirent solennellement à leurs familles inquiètes qu'ils maintiendraient un contact régulier via téléphone satellite et reviendraient sains et saufs sur le campus universitaire le dimanche suivant sans aucun retard ni problème. Cependant, le destin avait des plans complètement différents pour ces jeunes hommes prometteurs. Aucun des 15 amis ne rentra jamais chez lui retrouver sa famille. Avant de continuer cette histoire, dites-nous en commentaire de quel pays et ville vous écoutez cette histoire. Pendant 7 années atroces, qui semblèrent une éternité aux familles dévastées, laissées dans l'incertitude la plus totale, l'affaire demeura complètement stagnante dans les dossiers policiers, sans percée significative, piste prometteuse, ou témoignages crédibles malgré des efforts de recherche massifs, et une couverture médiatique extensive qui avait mobilisé toute la France. Les 15 familles maintenaient vivants les souvenirs de leurs fils à travers des photographies soigneusement préservées, des vidéos familiales émouvantes et des objets personnels conservés religieusement dans leurs chambres intactes, organisant des veillées mensuelles chargées d'émotions au bord du lac, coordonnant des efforts de recherche communautaires massifs impliquant des centaines de bénévoles dévoués, et luttant inlassablement pour maintenir l'affaire active dans la conscience publique et l'attention médiatique nationale. Elles engagèrent des détectives privés expérimentés, consultèrent des voyants réputés, organisèrent des campagnes de collecte de fonds et firent même appel à des équipes de recherche sous-marine spécialisées équipées de sonars avancés. Mais le lac semblait déterminé à garder ses secrets enfouis dans ses profondeurs mystérieuses et impénétrables. En septembre 2023, exactement 7 ans après la disparition tragique, un opérateur de drone professionnel nommé Marc Dubois, un spécialiste de 38 ans en reconnaissance militaire, reconverti en chercheur environnemental, effectuait un relevé aérien autorisé pour cartographier les sites de décharge illégales dans les zones restreintes du lac de Serre-Ponçon, pour le compte du ministère de la Transition écologique, lorsque ces caméras haute résolution capturèrent des images qui allaient fondamentalement changer toute la donne de cette enquête mystérieuse. Alors qu'il pilotait son drone DJI Matrice 600 Pro, avancé équipé d'imagerie thermique et de caméras haute définition au-dessus d'une section lourdement restreinte du lac, où l'accès public était interdit depuis des décennies pour des raisons supposées de protection environnementale, Marc découvrit quelque chose qui défiait toute explication logique et compréhension humaine rationnelle. Son drone avait révélé par inadvertance l'existence de ce qui ne pouvait être décrit
que comme un cimetière sous-marin massif d'embarcations de toutes sortes, avec des douzaines et des douzaines de bateaux, yachts, voiliers et diverses autres embarcations éparpillées systématiquement sur le fond du lac, dans une zone restreinte mesurant approximativement 3 km² de superficie totale. Alors que les nouvelles de cette découverte choquante se répandaient comme une traînée de poudre à travers toute la région et gagnaient rapidement l'attention des médias nationaux et internationaux, la communauté locale se trouva dramatiquement divisée entre l'incrédulité absolue et la peur paralysante qui commença à consumer toutes les pensées et conversations des habitants. Comment était-il humainement possible que tant de bateaux puissent rester cachés pendant des décennies dans un lac supposément bien surveillé et régulièrement patrouillé par les autorités locales et la gendarmerie nationale? Les agences locales d'application de la loi, initialement réticentes et hautement sceptiques quant à la possibilité de mener une enquête majeure dans une zone officiellement restreinte pour des raisons de protection environnementale, se trouvèrent rapidement sous une pression intense de la part des familles désespérées des étudiants disparus, des organisations de droits humains et des médias nationaux exigeant une action immédiate et des réponses concrètes. Marc Dubois, l'opérateur de drone responsable de la découverte bouleversante, offrit immédiatement ses services et son expertise pour rejoindre les efforts d'investigation officiels, travaillant étroitement avec les plongeurs de la police d'État, les enquêteurs fédéraux et les spécialistes médico-légaux pour cartographier et documenter systématiquement l'énorme cimetière sous-marin que son appareil avait révélé depuis les airs. Sous la surveillance constante de multiples drones équipés des dernières caméras haute définition, d'unités ROV sous-marines et d'équipes de plongée professionnelles utilisant une technologie de cartographie sonar avancée, des indices complètement inédits et profondément troublants commencèrent à émerger, qui transformèrent radicalement la compréhension des enquêteurs sur ce qui s'était réellement passé dans ces eaux apparemment paisibles. Les bateaux submergés étaient arrangés dans des formations inhabituellement précises, comme s'ils suivaient un modèle délibéré et presque ritualiste qui suggérait l'implication d'un esprit criminel extraordinairement organisé et calculateur avec accès à de l'équipement lourd et une connaissance intime de la géographie du lac. Plusieurs embarcations contenaient des effets personnels parfaitement préservés, incluant des sacs à dos étanches, des téléphones portables scellés dans des étuis de protection, des appareils photo numériques dans des boîtiers sous-marins, de l'équipement de pêche, des gilets de sauvetage et des vêtements, créant des scènes figées dans le temps sous d'épaisses couches de sédiments lacustres et de croissance de plantes aquatiques, qui s'étaient accumulées pendant de nombreuses années. Un carnet militaire complètement étanche, découvert à l'intérieur d'une des embarcations plus récemment submergées, contenant des coordonnées GPS précises, des photographies compromettantes de haute qualité, des messages chiffrés en code et des preuves détaillées de filature consolidèrent les soupçons croissants des enquêteurs fédéraux qui avaient pris le contrôle de l'affaire. L'enquête officielle gagna un nouvel élan dramatique lorsque des agents du GIGN spécialisés dans le crime organisé prirent le contrôle complet de l'affaire, apportant des ressources illimitées et une analyse scientifique avancée pour s'attaquer à ce qui était clairement un réseau criminel sophistiqué qui s'étendait bien au-delà de la simple fraude d'assurance, comme initialement théorisé par les autorités locales. Le focus principal de l'enquête fédérale se centra immédiatement sur Philippe Marchand, un homme d'affaires hautement respecté de 59 ans, profondément connecté à l'industrie de l'assurance marine et de la récupération de bateaux, qui avait utilisé son entreprise apparemment légitime de sauvetage et récupération de bateaux comme façade parfaite pour des activités illégales d'une portée et d'une durée inimaginables. Marchand, largement connu dans toute la communauté pour son charisme naturel, sa générosité publique, ses donations substantielles aux œuvres de charité locales et son influence économique considérable, ainsi que ses connexions politiques, avait opéré pendant plus de 2 décennies une entreprise criminelle incroyablement complexe qui combinait la fraude d'assurance marine de plusieurs millions d'euros avec des disparitions forcées systématiques et des meurtres calculés de témoins potentiels. Les soupçons entourant Marchand commencèrent à gagner une traction substantielle lorsque des témoignages anonymes et des preuves physiques précédemment cachées
commencèrent à émerger de sources inattendues, qui étaient restées silencieuses pendant des années, par peur de représailles létales de l'organisation criminelle. 28 ans dans l'industrie de l'assurance marine lui avaient fourni une impunité presque complète et un réseau étendu de contacts stratégiques qui incluait des fonctionnaires gouvernementaux corrompus, des policiers locaux et fédéraux sans scrupules, des juges compromis et des hommes d'affaires collaborateurs qui participaient activement aux opérations de dissimulation. La disparition des 15 amis universitaires lors de leur expédition au lac semblait être seulement la pointe visible d'un iceberg criminel gigantesque, un petit mais significatif indicateur d'un monstre organisationnel beaucoup plus large qui avait systématiquement dévoré des vies innocentes pendant plus de 2 décennies, sans détection par les autorités compétentes. Un des amis disparus, Mathieu Blanc, un brillant étudiant en journalisme de 23 ans, avec des instincts d'investigation naturels et une attention exceptionnelle aux détails, avait héroïquement réussi à envoyer un message d'urgence chiffré à travers une application de messagerie sécurisée avant de disparaître à jamais, décrivant précisément des visages suspects, des plaques d'immatriculation de véhicules, des actions menaçantes spécifiques, et fournissant des coordonnées GPS vitales qui deviendraient fondamentales pour l'enquête posthume qui suivrait des années plus tard. Sa famille dévastée, menée par son père qui était un journaliste d'investigation vétéran avec des décennies d'expérience dans l'exposition de la corruption, devint immédiatement la force motrice infatigable derrière la campagne de dénonciation publique, affrontant courageusement des menaces de mort constantes, des tactiques d'intimidation systématiques, des obstacles bureaucratiques délibérés et des tentatives de sabotage direct, mais n'abandonnant jamais leur quête obsessionnelle de justice pour leur fils et tous ses compagnons universitaires. Le réseau criminel extraordinairement organisé et efficace fonctionnait avec une méthodologie scientifique et une précision militaire, blanchissant systématiquement l'argent dérivé de fraudes d'assurance marine massive, tout en éliminant silencieusement toute menace réelle ou perçue à leur opération annuelle de plusieurs millions d'euros, qui généraient d'énormes profits depuis des décennies. L'affaire mobilisa dramatiquement toute la communauté régionale, la presse nationale et internationale spécialisée dans les enquêtes sur le crime organisé, les organisations de droits humains et les autorités fédérales de plusieurs pays, réalisant l'implémentation d'une législation révolutionnaire nouvelle qui renforça significativement les programmes de protection des témoins compréhensifs, les systèmes de support aux familles de victimes et les efforts coordonnés pour combattre la corruption systématique dans l'industrie de l'assurance marine. Antoine Dubois, le leader charismatique naturel du groupe et étudiant exceptionnel en génie civil, avec des compétences analytiques exceptionnelles, avait stratégiquement laissé un message chiffré détaillé dans la mémoire interne de son smartphone, que les enquêteurs fédéraux réussirent à déchiffrer complètement des semaines plus tard en utilisant une technologie de pointe, révélant que le groupe avait accidentellement découvert quelque chose d'extrêmement compromettant sur les activités criminelles de marchands et craignait véritablement pour leur vie durant leurs dernières heures. Le procureur fédéral Marie Lecomte, une spécialiste vétérane du crime organisé avec 15 ans d'expérience dans des affaires internationales complexes, prit personnellement en charge l'affaire avec une détermination inébranlable, comprenant pleinement qu'elle faisait face à un ennemi extraordinairement puissant, avec des tentacules criminels profondément infiltrés dans diverses institutions gouvernementales, judiciaires, d'application de la loi, et privées au niveau local, régional et potentiellement national. La stratégie judiciaire méticuleusement planifiée se concentra spécifiquement sur le déchiffrage des connexions cachées au sein du réseau criminel et la destruction systématique du mur impénétrable de silence, d'intimidation et de corruption qui avait efficacement protégé Marchand et son organisation criminelle durant plus de 2 décennies d'opérations complètement impunies. Une opération secrète massive sans précédent dans sa portée fut immédiatement déployée, utilisant des agents fédéraux hautement entraînés, une technologie de surveillance satellitaire avancée, une analyse médico-légale de pointe, l'interception autorisée de communications numériques et des ressources financières illimitées
pour rassembler des preuves complètement irréfutables contre toute la structure organisationnelle de haut en bas. L'enquête fédérale compréhensive révéla graduellement que plusieurs des bateaux trouvés dans le cimetière sous-marin servaient comme véhicules de transport pour diverses marchandises illégales, allant des drogues synthétiques et de la cocaïne aux armes automatiques et à l'argent liquide, et que le meurtre systématique et calculé de témoins potentiels était un composant routinier et fondamental du modus operandi criminel conçu pour assurer le silence absolu de la communauté. Les agents fédéraux assignés à l'opération firent face à des risques constants et des dangers réels tout au long de l'enquête entière. Des attaques armées directes, des dispositifs explosifs plantés dans leurs véhicules, du sabotage professionnel de leur équipement de communication, et des menaces spécifiques détaillées contre leurs familles et enfants marquèrent chaque jour de l'investigation secrète dangereuse. Cependant, la soif insatiable de justice et l'engagement moral inébranlable pesèrent bien plus que la peur paralysante, et l'opération fédérale continua d'avancer avec une détermination absolue et inébranlable qui inspira toute la communauté d'investigation et donna de l'espoir aux familles des victimes. Un témoignage clé et dévastateur émergea de façon inattendue lorsqu'un ancien membre repentant de haut rang de l'organisation criminelle, terrorisé par les conséquences létales de rester silencieux et craignant pour la sécurité de sa propre famille, décida de tout risquer et coopérer complètement avec les autorités fédérales. Les audiences judiciaires publiques attirèrent une attention médiatique internationale sans précédent, devenant l'une des affaires criminelles les plus suivies, analysées et documentées de l'histoire légale moderne, tant au niveau national qu'international. L'équipe de défense légale de Marchand, stratégiquement composée d'une équipe complète d'avocats de la défense extrêmement haut profil avec des réputations nationales, tenta systématiquement et agressivement de discréditer toutes les preuves présentées, argumentant des théories de conspiration élaborées, alléguant une supposée fabrication de preuves par les forces de l'ordre et insistant sur un supposé manque de preuves concluantes, connectant directement leurs clients aux meurtres multiples et à l'opération criminelle organisée. Cependant, la combinaison absolument écrasante de témoignages détaillés de témoins protégés sous des programmes fédéraux, de données médico-légales technologiques irréfutables, de documents financiers bancaires récupérés de comptes offshore secrets, d'enregistrements audio de haute qualité obtenus grâce à une surveillance électronique autorisée par les tribunaux, de photographies compromettantes et de preuves physiques tangibles ne laissa absolument aucune place aux doutes raisonnables concernant la culpabilité complète et indiscutable de Marchand et de tout son réseau criminel organisé. Ceux directement et indirectement impliqués dans l'organisation criminelle reçurent des sentences historiquement sévères et exemplaires, avec des termes d'emprisonnement dépassant 5 décennies d'emprisonnement fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle pour les leaders principaux de l'organisation, et littéralement des centaines d'années accumulées d'emprisonnement pour le réseau criminel complet, incluant les collaborateurs, complices et participants mineurs. La communauté régionale respira profondément soulagée en témoignant que la justice avait finalement prévalu après des décennies d'impunité, bien que la blessure émotionnelle profonde de la perte tragique de 15 jeunes hommes prometteurs avec des avenirs brillants resta complètement ouverte et continuerait de guérir lentement pour les générations futures. Les familles des 15 amis disparus travaillèrent ensemble étroitement avec des organisations nationales et internationales de droits humains, établissant officiellement la Fondation Mathieu Blanc et Compagnons, une organisation à but non lucratif compréhensive spécifiquement dédiée à la prévention efficace de tragédies similaires, au support intégral et continu pour les familles faisant face à la disparition forcée d'êtres chers, et à la lutte coordonnée contre la corruption systématique dans les institutions publiques et privées à tous les niveaux. L'enquête médico-légale exhaustive du cimetière massif de bateaux révéla une opération criminelle d'une sophistication technique, d'une portée géographique et d'une cruauté psychologique qui impacta profondément même les enquêteurs vétérans complètement habitués aux affaires de crimes organisés complexes et aux homicides multiples s'étendant à travers les frontières internationales.
Chaque embarcation individuelle coulée raconta une histoire spécifique et documentée de vies humaines brutalement écourtées et de familles complètement détruites, avec des preuves physiques et numériques datant de plus de 35 ans d'activités criminelles systématiques, organisées et glaçantes qui avaient opéré complètement non détectées par les agences d'application de la loi. Des plongeurs spécialisés de récupération sous-marine travaillant sous des conditions extrêmement dangereuses et utilisant de l'équipement de grade militaire réussirent à récupérer méticuleusement plus de 1000 objets personnels divers, allant des smartphones et appareils photo numériques aux bijoux de famille, documents d'identification, portefeuilles et effets personnels uniques, chacun représentant tangiblement une victime innocente, dont la disparition avait été délibérément et incorrectement cataloguée par les autorités corrompues comme accident de navigation, suicide ou simple disparition volontaire. L'analyse ADN scientifique effectuée par des laboratoires fédéraux spécialisés confirma définitivement qu'au moins 108 personnes innocentes avaient tragiquement perdu leur vie aux mains directes de l'organisation criminelle de marchands, incluant des touristes étrangers de multiples nationalités, des pêcheurs locaux expérimentés, des enquêteurs privés engagés par les familles, des journalistes indépendants, des chercheurs environnementaux, et quiconque avait représenté une menace réelle ou potentielle à la continuité de l'opération criminelle multimillionnaire. Le réseau avait opéré pendant des décennies, avec une efficacité glaçante et une précision technique, utilisant une technologie de pistage GPS de grade militaire pour suivre systématiquement leurs victimes sélectionnées, des drones commerciaux pour la reconnaissance et la surveillance, de l'équipement de communication chiffré de niveau professionnel pour coordonner les meurtres sans laisser de traces numériques conventionnelles, et des véhicules spécialement modifiés pour le transport et l'élimination de corps dans des endroits reculés. Pierre Martin avait ingénieusement caché un dispositif de mémoire USB microscopique dans un compartiment secret spécialement construit de son sac à dos étanche de haute qualité, contenant des preuves photographiques haute résolution de réunions clandestines nocturnes, de transferts massifs d'argent liquide et de documents compromettants qui furent absolument cruciaux pour identifier et localiser tous les collaborateurs financiers, politiques et logistiques de l'organisation criminelle. L'impact transformateur de l'affaire Marchand transcenda complètement les frontières nationales et régionales, générant des changements significatifs et permanents dans la législation internationale concernant les crimes organisés, la fraude d'assurance marine, les programmes de protection des témoins et la coopération judiciaire entre pays pour combattre efficacement le crime transnational qui opère à travers les frontières nationales avec impunité. Les organisations internationales de droits humains, incluant les Nations Unies, Amnesty International et Human Rights Watch, utilisèrent stratégiquement l'affaire comme exemple paradigmatique et modèle d'étude, démontrant le besoin critique de renforcer substantiellement les mécanismes internationaux de protection des témoins, des familles de victimes et la coopération internationale coordonnée dans la lutte efficace contre le crime organisé qui opère à travers les frontières nationales grâce à la corruption et l'intimidation. L'Assemblée nationale approuva à l'unanimité la révolutionnaire Loi Mathieu-Blanc, une législation compréhensive qui établit des protocoles significativement plus stricts pour l'investigation obligatoire de disparition dans les corps d'eau, des ressources financières additionnelles substantielles pour les familles de victimes, des programmes de support psychologique spécialisés et des pénalités beaucoup plus sévères pour les crimes de fraude d'assurance qui résultent en mort ou disparition. Forcés de témoins ou de menaces potentielles. La fondation officiellement établie par les familles s'étendit rapidement au niveau international, fournissant une assistance technique spécialisée, un support légal gratuit et un accompagnement émotionnel professionnel aux familles dans des situations similaires dans plus de 24 pays à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. Le travail de la Fondation mena à l'implémentation de nouveaux protocoles internationaux pour enquêter sur la fraude d'assurance marine, une coopération améliorée entre les agences d'application de la loi à travers les frontières
et le développement de technologies avancées pour pister et prévenir des opérations criminelles similaires. Le logiciel d'analyse financière de Julien Bernard fut adopté par de multiples compagnies d'assurance internationalement pour détecter des patterns frauduleux, tandis que les protocoles de communication d'urgence de Maxime Petit furent implémentés par les universités nationalement pour la sécurité de voyages étudiants. Les systèmes de sauvegarde automatisés de Lucas Durand devinrent des mesures de sécurité standard pour les journalistes d'investigation et chercheurs travaillant dans des situations dangereuses. Aujourd'hui, plus d'une décennie après la tragédie qui choqua une génération entière et transforma la façon dont les agences d'application de la loi approchent les enquêtes sur le crime organisé, les noms des 15 amis universitaires continuent de servir comme symbole international de courage, de poursuite implacable de la vérité et de résistance contre la corruption systématique dans les communautés du monde entier qui font face à des défis similaires et des menaces du crime organisé. Leurs photographies universitaires ornent de façon permanente le mémorial international établi au lac de Serre-Ponçon, rappelant quotidiennement aux milliers de visiteurs annuels que le prix de la vraie justice est souvent tragiquement payé par les plus innocents, et que leur sacrifice involontaire ne doit jamais être oublié par les générations futures qui bénéficient des réformes légales et améliorations de sécurité implémentées en leur mémoire. La Fondation compréhensive établie en leur mémoire collective a fourni un support intégral à plus de 1800 familles affectées par des crimes similaires à travers de multiples continents, démontrant irréfutablement que leurs morts tragiques ne furent pas complètement en vain, et que leur héritage continue de sauver des vies et de fournir justice pour les victimes du crime organisé dans le monde entier. Le lac, qui gardait autrefois des secrets terribles pendant des décennies, sert maintenant comme symbole international permanent de transparence, justice et mémoire historique, où la vérité émergea finalement victorieuse des profondeurs sombres pour illuminer définitivement l'obscurité du crime organisé et honorer éternellement la mémoire de 15 jeunes hommes, prometteurs dont le sacrifice involontaire changea le monde pour le mieux et inspira des réformes légales qui protègent les générations futures de tragédies similaires. Les dessins d'ingénierie d'Antoine Dubois pour des systèmes de sécurité de bateaux améliorés furent implémentés internationalement, tandis que la recherche légale de Pierre Martin contribua à des lois de protection des témoins plus fortes. Les techniques d'investigation de Julien Bernard devinrent curriculum standard dans les écoles de journalisme, et les méthodes d'analyse financière de Maxime Petit révolutionnèrent la détection de fraude dans l'industrie de l'assurance. La Fondation Mathieu Blanc et Compagnons continue de s'étendre globalement, travaillant avec les agences internationales d'application de la loi, les universités et les organisations de droits humains pour prévenir des tragédies similaires et supporter les familles cherchant justice pour leurs êtres chers disparus. Philippe Marchand mourut en prison fédérale 4 ans après le début de sa sentence à vie. Mais son réseau criminel fut complètement démantelé, avec des actifs récupérés d'une valeur de plus de 300 millions d'euros, distribués parmi les familles de victimes et les organisations de prévention du crime.